1. C'est un dimanche, le 18 janvier 1904 à 1h du matin, que naquit Archibald Alec Leach au 15 Huntingdon Road, Orfield, Bristol, comté de Somerset, Angleterre. Le roi Édouard VII régnait. Theodore Roosevelt était à la Maison-Blanche. Un conflit éclaterait bientôt entre Russes et Japonais. L'ère de l'automobile et du cinéma en était à ses balbutiements. L'Empire britannique couvrait en grande partie la carte du monde. Les travailleurs de nuit peinaient dans les usines et les mines de charbon. La lueur blafarde des réverbères à gaz éclairait les rues de Bristol et du port, encore dominées par les hauts mâts des voiliers, provenaient coups de sifflet ou hurlements de sirènes des bateaux sur le départ. La maison dans laquelle l'enfant vit le jour était située à la lisière nord de la ville, où la verdure avait subsisté. Le numéro 15 appartenait à une rangée neuve de maisons contiguës en pierre grise de Gloucester. Minuscule, le logement ne comportait pas de salle de bain. Les WC étaient à l'extérieur et pour se laver, il fallait se servir de la pompe au bout du petit jardin. Le père d'Archie, Elias Leach, âgé de 32 ans, était plutôt beau avec ses cheveux frisés, châtain clair, ses yeux bruns et doux, ses pommettes saillantes, sa bouche sensuelle ornée d'une moustache soigneusement taillée, sa fossette au menton et son irrésistible sourire. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de potier, il avait pourtant suivi la voie de sa mère, Émilie, en allant travailler comme repasseur à la fabrique de vêtements Todd's Clothing. Pour se défouler de ses 10 heures quotidiennes de pénible labeur, il se distrayait volontiers avec les jolies filles ou la boisson. Il avait épousé le 30 mai 1898 Elsie Maria, issue d'une famille d'ouvriers brasseurs, de blanchisseuses et de charpentiers de marine. Leur premier enfant, John William Elias, était mort quelques jours avant son premier anniversaire, le 6 février 1900, des suites d'une méningite, et Elsie ne s'était jamais vraiment remise de son chagrin. Le couple se comporta d'une manière assez curieuse après la naissance de leur fils Archibald Alec, et s'il fut baptisé dès le 18 janvier, il ne fut déclaré que 3 semaines plus tard. Plus étrange encore, ses parents le firent circoncire, pratique quasiment inconnue chez les Anglais en 1904, en dehors de la communauté juive. Il est fort possible que l'acte ait été prescrit pour des raisons purement médicales afin d'éviter un phimosis. Plus tard, Cary Grant se dira convaincu que son père avait de lointaines origines juives, mais en fait, rien ne permet de l'affirmer. Certains croient qu'il était l'enfant illégitime d'une juive, laquelle serait morte en couche ou aurait disparu. Il aura d'ailleurs tout au long de sa vie une attitude très confuse à l'égard de cette judaïté supposée. C'est ainsi qu'il refusa le rôle titre du film antiraciste Gentleman's Agreement, sous prétexte que le héros, un gentilhomme se faisant passer pour un juif, ne pouvait être convenablement interprété par un véritable juif. À plusieurs reprises, il offrit pour des causes juives des sommes substantielles. En 1939, il présenta à l'acteur juif Sam Jeff un chèque de 25 000 $ à remettre à la United Jewish, à la condition que son appartenance au judaïsme ne soit pas révélée. En 1947, il envoya une somme équivalente à l'État d'Israël en annonçant que c'était un geste au nom de sa mère juive décédée. À certains de ses amis et à l'actrice Mary Brigham, avec lesquels il faillit se fiancer, il raconta qu'il était juif. À d'autres, il déclara le contraire. Le mystère demeure. Peut-être avait-il du mal à payer leur loyer, peut-être la réputation d'Elias était-elle trop mauvaise. Les Leach changèrent 2 fois d'adresse avant le 5e anniversaire de leur fils pour s'installer dans la banlieue de Bishopstone, à quelques rues seulement de Orfield. 2 bâtiments sinistres dominaient le quartier, la prison de Bristol d'un côté, l'orphelinat de l'autre. Ville déjà très industrialisée, Bishopstone résonnait des claquements de sabots et des grincements de roues des charrettes surchargées tirées par des chevaux. La vie était monotone et déprimante. Elsie Maria Leach, terriblement sévère, n'hésitait pas à frapper Archie ou à lui supprimer les 6 pence d'argent de poche hebdomadaire. Elle lui en voulait d'avoir pris la place de son enfant mort. Quant à Elias, incapable et irresponsable, il disparaissait régulièrement pour aller se réfugier dans les bras d'une maîtresse à Southampton. Des années après, Cary Grant essaiera de masquer la triste vérité
en racontant que son père le conduisait dans un salon éclairé par un chandelier pour réciter un poème. Il n'y avait ni salon ni chandelier dans ses premières maisons. Il devait s'inquiéter aussi d'avoir été si longtemps habillé en robe. Il me semble que j'ai été vêtu comme un bébé beaucoup plus longtemps que les autres, et peut-être n'ai-je pas vraiment su pendant un moment si j'étais un garçon ou une fille. Je me demande pourquoi les petits garçons sont si honteux d'être pris pour une petite fille. Pourquoi cette fierté d'être garçon? Les petites filles ont-elles cet orgueil de leur sexe? Sont-elles fâchées d'être prises pour un garçon? Il paraît avoir été perturbé au-delà de toute mesure par ce détail, et sa vie sexuelle ambiguë en sera plus tard le témoin. Mais en fait, à cette époque, tous les petits garçons étaient habillés en filles durant leur prime enfance. Autre souci de ce temps-là et sujet constant des conversations familiales, l'argent. Sa mère reprochait systématiquement à son père de ne pas lui fournir de quoi entretenir le ménage. Comme beaucoup d'enfants, il fut donc bercé par les clichés du genre « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « l'économie protège du besoin ». À la fin de sa vie, il sera d'une avarice déconcertante. Il gardait toujours au fond de sa poche un bout de ficelle aux vertus mystérieuses, pour se rappeler la période où sa famille n'avait rien. Et même lorsqu'une nuit, en plein orage, il se réveilla pour voir ses parents enlacés, oubliant pour une fois de se disputer, il éprouva la sensation de ne pas être à sa place. Vers l'âge de 50 ans, il écrira « Quand j'y pense, aujourd'hui je me rappelle surtout ce sentiment de n'avoir jamais fait partie de leur amour. » Il trouvait néanmoins consolation auprès de son oncle John, Jack Leach, quatrième enfant des parents d'Elias et aîné des fils, vendeur dans un grand magasin. Il aimait aussi beaucoup sa grand-mère, Elizabeth, qui ne savait ni lire ni écrire. Sa maison de Picton Street était froide et humide, mais Archie s'y sentait chez lui, et ne se rebellait que lorsqu'il devait se baigner nu devant sa grand-mère dans la bassine de cuivre placée au centre de la cuisine. À 4 ans et demi, Archibald Alec fut envoyé à l'école maternelle de Bishop Road. À l'ombre de la prison de Victoria Road, l'établissement aux murs gris et sans fenêtres n'était guère accueillant. Dès le premier jour, l'enfant eut peur. Nerveux, renfermé, élevé pratiquement sans son père, il avait un mal fou à s'intégrer dans cette mêlée de filles et de garçons. Jamais il n'oubliera la menace de la baguette, l'arôme du vernis sur les tables jaunes, le crissement de la craie sur le tableau, l'austérité des institutrices. Cependant, petit à petit, il finit par s'habituer aux autres enfants et à prendre des forces grâce aux cours obligatoires d'éducation physique et aux parties de football dans la cour de récréation. Ses performances de gardien de but devaient d'ailleurs lui valoir l'admiration de ses camarades et susciter en lui ce désir commun à tous les artistes du spectacle, être reconnu et aimé du public. Parfois le samedi, il parvenait à s'échapper de la maison pour rejoindre son père à sa sortie de la Tots Closing. Celui-ci avait presque toujours dans sa poche un bonbon que le garçonnet dégustait avec plaisir. Mais sa plus grande joie était d'assister aux pantomimes chaque année à Noël. Passionné de music-hall, Elias emmenait toujours son fils à ces manifestations annuelles, typiquement anglaises. Tirée d'un conte de fées, l'histoire racontait les aventures d'un héros, en général joué par une femme. Dans des scènes d'une beauté irréelle, les personnages de légende prenaient vie sur une chorégraphie animée et colorée. Les effets d'éclairage, les costumes somptueux, des danseurs et des choristes contrastaient avec les bouffonneries grossières des clowns assurant les entr'actes. Entre autres représentations, Archie put applaudir Aladdin, Cendrillon et le Chat botté. Dans le théâtre, tout en dorure et fauteuils de velours rouge, tel le prince ou l'Empire on Hippodrome. L'enfant adorait ces pantomimes qui l'entraînaient dans un univers multicolore. Véritable mordu de l'entrée des artistes, Elias avait un penchant très fort pour les jeunes actrices, et il est possible que la vraie mère d'Archie ait exercé cette profession. Elias était souvent en coulisses ou dans les loges, où il flirtait avec les choristes les plus jolis. Il s'était lié d'amitié avec une troupe bien connue de danseurs acrobates, les Punders, dont la spécialité était la marche sur échasse. Archie avait 6 ans et demi. La semaine du 8 août 1910, et les Punders passaient à l'Empire on Hippodrome, dans un spectacle intitulé « Le fin mot de l'histoire, une criante absurdité ».
Les Pender, alias Robert et Margaret Lomas, travaillaient sous la bannière de l'agence Howard & Whitman. En compagnie des frères de Robert et de leur fille Doris, âgée de 10 ans, ils jouaient une harlequinade. Robert Lomas allait bientôt devenir le personnage dominant de l'existence d'Archie et se comporterait envers lui comme un véritable père, sévère, certes, mais présent. Né dans la petite ville industrielle de Bury, dans le Lancashire, en 1872, Lomas était fils et petit-fils de comédiens ambulants. Pendant 30 ans, la famille Lomas avait parcouru en long et en large les îles britanniques et l'Europe continentale avec des tréteaux et une tente, proposant en alternance des pièces de Shakespeare et des numéros burlesques. Jusqu'au début du siècle, ils avaient présenté une farce populaire, Jeux et cabrioles au pays des singes, où ils apparaissaient déguisés en gorilles et en chimpanzés. Un autre de leurs succès avait été le numéro des policiers, lequel fut plus tard repris dans le film muet Keystone Cops. En 1908, ils l'avaient échappé belle au théâtre royal de Drury Lane, quand un incendie s'était déclaré tout à la fin du spectacle, ravageant la plupart de leurs décors. Sous l'égide du sympathique Arthur Collins, lointain parent de l'actrice Joan Collins, et directeur général du théâtre de Drury Lane, il venait chaque année participer aux représentations de Noël et avait notamment triomphé en 1909 dans Aladdin. De taille moyenne, Robert Lomas était plutôt beau, très musclé. Il avait le teint mat, des cheveux noirs et des traits forts, aquilins. Archie Leach lui ressemblait beaucoup et chercherait plus tard à l'imiter. En dépit de son fort accent du Lancashire et de son caractère agressif, Lomas était un homme sémillant. Il fumait à la chaîne des cigares de qualité, s'habillait de beaux costumes, portait des cravates fantaisie. Clinquant, tapageur, il était dandy de théâtre, jusqu'au bout de ses élégantes demi-guêtres. Il était aussi cruel et tyrannique. Archie fut enthousiasmé par leurs fins mots de l'histoire. Il riait, sautait de joie, applaudissait à tout rompre, tandis que Robert Lomas, déguisé en horrible vieille femme, jetait par terre son chapeau, lequel était aussitôt ramassé par la plus petite de tous, Doris Pender, qui s'empressait de le faire parvenir jusqu'au maître. Il fut enchanté par l'arlequinade, aussi avec Robert Lomas dans le rôle d'Arlequin et Margaret dans celui de Colombine. Entre autres numéros, il y avait celui du train à vapeur qui explosait et d'où sortaient des silhouettes enrobées de serviettes de bain. Il y avait celui des policiers, dans lequel tous les membres de la famille, coiffés de hauts casques noirs en équilibre précaire sur leur tête, couraient sur les toits, plongeaient dans les cheminées, ressurgissaient par des trappes, se jetaient à travers des fenêtres, se suspendaient aux escaliers de secours. Il y avait même un cheval qui traversait la Seine en tirant derrière lui une voiture de pompiers, à l'échelle de laquelle tous s'accrochaient. Les Lomas exécutaient des acrobaties et des danses à la manière russe. Doris chantait d'une jolie voix de soprano. Ils étaient merveilleusement souples et agiles, et furent tout de suite l'objet de tous les rêves de l'enfant. À la maison, c'était la grisaille, les odeurs de cuisine, un père toujours ivre, une mère hystérique et avare. À l'Empire Hippodrome, c'était le rire, la gaieté, les dorures, le velours rouge, les lumières éclatantes. Voyant le bonheur qui éprouvait son fils, Elias Leach imagina un moyen de les satisfaire tous. C'est ainsi que, promu membre de la troupe, Archie fut vendu par son père à Robert Lomas. Elias Leach, qui, selon les lois de l'époque, n'avait pas besoin du consentement de son épouse, signa lui-même le papier. Il dut mentir en prétendant que l'enfant avait 10 ans. Les autorités n'accordaient pas de certificat de travail aux enfants de 6 ans. Cary Grant protégerait jusqu'à la fin, et son père et Robert Lomas, en affirmant qu'il ne s'était joint au groupe qu'à l'âge de 16 ans. En fait, la décision de Robert Lomas d'intégrer dans son spectacle un garçon aussi jeune était aussi surprenante qu'audacieuse. Il aurait pu être mis à l'amende, voire emprisonné si la vérité avait été dévoilée. Mais les deux hommes étaient francs-maçons, donc prêts à s'entraider. Peut-être les deux familles étaient-elles vaguement cousines. Toutes deux étaient originaires du Lancashire. Lomas se devait d'agrandir sa troupe, laquelle, de plus en plus demandée, commençait à se scinder en deux pour assurer les contrats. Il semble que le petit garçon ait fait partie de l'ensemble Pender dès la seconde semaine de représentation à l'Empire Hippodrome de Bristol.
Il aurait assuré 2 spectacles chaque soir, à 18h30 et à 20h50, du 15 au 20 août, dans les Petits Dandies de Bob Pender. Le 16 août 1910, le Time and Mirror de Bristol publiait à ce sujet la critique suivante. Les Petits Dandies de Bob Pender. Une demi-douzaine de garçons et une charmante demoiselle, Doris Pender, joliment costumée, présentent un numéro unique de danse acrobatique. Ils sont vifs et agiles, surtout la petite demoiselle, dont les prouesses terpsichoréennes sont aisées et gracieuses. Quand cette série prit fin, la troupe entama un voyage extraordinaire. En effet, les Pender étaient attendus à Berlin, au théâtre des variétés Wintergarten. La première étant prévue pour le 27 août, ils eurent à peine le temps d'arriver via le train, le bateau et de nouveau le train. On imagine sans peine la joie de l'enfant quittant la sombre ville de Bristol pour une telle aventure à l'étranger. Le Wintergarten était le théâtre le plus vaste et le plus extravagant de toute l'Allemagne. Situé dans le vieil hôtel central en face de la gare de Friedrichstrasse, cette salle énorme, ornée d'anges, soufflant dans des trompettes et d'athlètes nus sculptés dans les murs et les plafonds, de chandeliers massifs en cristal et de dorure, était dirigée par l'affable impresario Franz Steiner. Elle pouvait recevoir 1800 spectateurs et 750 artistes. Archilich, n'ayant pas eu le temps d'apprendre à marcher sur des échasses, il devait se caler sur les épaules de Robert ou de Margaret tandis qu'ils exécutaient leur numéro comique. Parmi les admirateurs enthousiastes du premier soir se trouvait Jess L. Lasky et son ami Leo Maas, principal représentant en Europe de l'agence Marinelli, laquelle comptait dans son écurie, entre autres célébrités, Sarah Bernard et Réjeanne. Les deux hommes cherchaient des attractions pour le théâtre des Folies Bergères de New York, au coin de la 46e rue et de Broadway, dont l'ouverture était prévue pour le mois d'avril suivant. Fascinés par la troupe Pender de géants, ils se précipitèrent en coulisses pour proposer à Robert Lomas un contrat. Il signa sans la moindre hésitation, bien qu'il eût déjà un engagement avec les tournées Moss Stoll en Angleterre. 2 semaines triomphales au Wintergarten leur valurent un contrat pour le mois d'octobre à l'Olympia de Paris. Entre-temps, ils devaient poursuivre en Angleterre une tournée beaucoup moins prestigieuse dans des music-halls plus ou moins recommandables où toutes les vulgarités étaient permises. Le transport s'effectuait toujours en train. Membres de l'association bénévole des chemins de fer pour les artistes du music hall, les Lomas voyageaient en première classe pour des tarifs de 3e. Ils étaient logés et nourris chez l'habitant pour une somme hebdomadaire modeste. Le public était en général de bonne composition, toujours bruyant. L'humour de bas étage était de rigueur, mais le poulailler était le fief du populaire, qui n'hésitait jamais à hurler des commentaires grivois ou à siffler pendant la présentation, suscitant ainsi une grande émotion parmi les débutants. La tradition voulait que l'on réplique vertement à cette volaille, et les confrontations se terminaient souvent dehors par une bagarre dont plus d'un sortait avec quelques dents en moins. Apprendre le maniement des échasses fut sans doute une épreuve pour l'enfant. En bois de frêne ou de chêne, elles étaient munies d'un étrier fixé par des boulons et des rondelles de voiture à cheval. Une vis en bois de 5 cm placée près du bas empêchait l'étrier de tourner sur le boulon. La taille et les pieds étaient solidement arrimés. En Angleterre, toutes les scènes étaient en pente, rendant encore plus subtil l'art de conserver son équilibre. Combien de fois tomba-t-il? Combien de fois fut-il rattrapé de justesse par les mains expertes de l'un des Lomas? La troupe eut beaucoup de succès à l'Olympia de Paris en octobre. Au moment des fêtes, elle revint au théâtre royal le Drury-Lane, où elle apparaissait dans la pantomime Jack et la tige de haricots, aux côtés d'une vedette du vaudeville, George Graves. L'histoire était celle de Jack, joué par une fille, qui échangeait Jessie, sa vache préférée, contre un haricot magique. Celui-ci donnait une tige immense qui menait le héros au pays des géants, lesquels étaient évidemment interprétés par les membres du groupe Pender. Archie, le plus petit de tous, était néanmoins parmi eux. Il apparaissait aussi dans un numéro où, portant un masque d'oiseau, il jouait le rôle d'un échassier. C'est ainsi qu'il fêta Noël et son 7e anniversaire. La participation des Pender fut remarquée et chaleureusement applaudie par tous. 2. Archie partit pour New York le 15 mars à bord du Lusitania en compagnie de plusieurs membres de la troupe Pender, dont Doris.
Robert, Margaret et les autres voyageaient sur l'Océanique. La traversée fut rude pour les deux navires. L'excitation du petit garçon devait être à son comble lorsqu'ils débarquèrent à Manhattan. En 1910, Broadway, royaume du théâtre, proposait plus de 30 spectacles de qualité et tout le monde assurait que l'ouverture des Folies Bergères de New York serait l'événement de l'année. Logés dans la 49e rue, les Lomas entamèrent très vite les répétitions, lesquelles avaient lieu au théâtre Hudson, les Folies Bergères ne pouvant encore accueillir les artistes. Ils firent connaissance avec le metteur en scène écossais Robbie Burnside, un homme robuste et dynamique chargé de diriger cette compagnie de plusieurs centaines de participants. Leur harlequinade était considérée comme esthétique et trop lente pour le public américain. Les géants Pender se contenteraient de présenter leurs numéros sur échasse. Ils devaient apparaître dans 2 des 3 tableaux composant le spectacle, 2 représentations quotidiennes. Hell, une farce sacrilège, et Gaby, une satire des déboires de l'actrice française Gaby Deslys, jouée par la grande Ethel Lévet, dont la liaison avec le roi Manuel du Portugal faisait scandale en Europe. Il passerait aussi au cabaret situé sur les toits, et ce jusqu'à 2 heures du matin. Ce serait un emploi du temps éprouvant pour Archie, Doris et les autres enfants. Au début du mois d'avril, l'énorme compagnie de 200 artistes et 100 danseuses reçut l'autorisation de répéter dans les locaux non encore achevés de leur futur théâtre de la 46e rue. 50 ans plus tard, dans ses mémoires, Jesse L. Lasky écrivit « Les échasses d'Archie étaient si hautes que pour les chausser, il devait monter sur un escabeau. Des années après, il me rappellerait que l'échelle sur laquelle il avait entamé son ascension vers la gloire était celle de la 46e rue. » Le théâtre des Folies Bergères était splendide, tout en rose, gris et turquoise, avec ses bas-reliefs de bronze et d'or. Orchestre et balcons étaient dégagés aux 2/3 pour faire place aux tables autour desquelles dîneraient les spectateurs. Seuls les sièges du fond étaient utilisés à la manière traditionnelle. Ce serait le premier dîner-spectacle des USA. Jesse Lasky, Henry B. Harris et Léo Maaz, rentrés à New York pour prendre la tête de l'agence Marinelli locale, assistaient à presque toutes les répétitions. Celles-ci ne durèrent que 23 jours et la première eut lieu à 20h15 le 27 avril. Les places s'étaient vendues plusieurs semaines auparavant à des prix exorbitants. Le légendaire Diamond Jim Brady était là, avec la pulpeuse Lillian Russell, ainsi que les représentants des familles Rockefeller, Mellon et Vanderbilt. Il y avait aussi le maire, des personnalités de l'armée et de la marine. Ce fut une soirée haute en couleurs et en péripéties que Sim Silverman du journal Variety décrivit en des termes dithyrambiques. Le clou du spectacle était incontestablement la danse espagnole d'Ethel Lévet dans Gaby, une parodie amusante des ridicules imitations latines de Gaby Deslys. Les plus puritains des convives furent choqués par l'apparition de jeunes femmes en col en chair ornées seulement de feuilles de vigne, et par celle des gladiateurs de Jean Marcel, venus tout spécialement de Paris. Couleurs chatoyantes, musique assourdissante, attractions French cancan, prouesses acrobatiques, l'ensemble composait un spectacle typique de cette époque. Une catastrophe marqua pourtant cette mémorable première, quand une canalisation explosa et que des milliers de litres d'eau se déversèrent au-dessus de la porte est, semant la panique dans le public. Le directeur de l'établissement, Harry Decline, courut sur scène expliquer ce qui venait de se passer. Il fut applaudi et le spectacle se poursuivit dans la bonne humeur, le personnel s'étant précipité à l'aide des victimes trempées, mais étonnamment réjoui. Les Pender eurent droit eux aussi aux louanges du reporter de Variety, qui appréciait leur style de farce à l'anglaise parsemé d'acrobaties. Leur numéro le plus apprécié s'intitulait « Down the Strand », dans lequel ils jouaient des marchands de 4 saisons londoniens. Ils concluaient le spectacle et le passage en cabaret par une apparition en costume mi-drapeau américain, mi-drapeau anglais. Malheureusement, l'entreprise fut un échec. Les prix des billets étaient trop élevés pour le spectateur moyen. De plus, en dépit de tous leurs efforts, Lasky et Harris avaient créé un spectacle auquel manquait la petite touche de magie indispensable. Touche que Florence Ziegfeld avait su apporter à ces folies dont la réputation n'était plus à faire. Plus grave encore, Lasky et Harris, voyant les recettes diminuer, prirent peur.
Suppression des meilleurs numéros français, réduction des salaires, baisse de qualité de la restauration, diminution de la cave, départ d'Ethel Levet d'abord, puis de Robbie Burnside, tout cela devait contribuer à la ruine du grand projet. Frappés à leur tour par les restrictions économiques, les Pender regagnèrent l'Angleterre avant la clôture du spectacle. Dès le mois de septembre, Archie se retrouva à l'école, au Bishop Rowe Infant Establishment, tandis que ses camarades, plus fortunés, allaient présenter Up Ho My Tomb au théâtre royal de Drury Lane. Il fut sans doute déçu et agacé de ne pouvoir se joindre à eux. Il se consola en allant le samedi après-midi hanter les salles du Métropole, du Pringles Picture Palace et du cinéma de Clare Street, où il admirait les aventures des Keston Cops et les prestations de Johnny Bunny ou de la ravissante Mabel Normand. Il resta en contact avec la troupe et fut tenu au courant de ses déplacements par carte postale interposée. Le 30 septembre 1912, les Lomas, alias Bob Pender and His Dandies, étaient de retour à Bristol à l'Empire Music Hall. En janvier 1914, son père l'emmena voir Hello Ragtime au théâtre Princess, avec en vedette la grande star américaine Fanny Brice. Cette année-là, Archie devint scout et obtint à la déclaration de la guerre un badge de préposé junior à la défense passive. Il reçut aussi une bourse d'études pour le collège Fairfield. Son père avait à peine de quoi lui offrir l'uniforme de rigueur et dut le lui acheter d'occasion. Et puis ce fut le choc. Un soir, en rentrant à la maison, on lui annonça que sa mère était morte subitement d'une crise cardiaque et qu'il avait fallu l'enterrer tout de suite. Archie eut beau demander où était sa tombe, il ne le sut jamais. Et il n'apprit la vérité que longtemps après. Sa mère avait en fait été enfermée à l'asile de Fishponds, institution de sinistre réputation. Il semble qu'Elias ait signé tous les papiers afin de pouvoir installer chez lui sa maîtresse Mabel Bass, dite Meg. Elsie, bien que névrosée, n'était pas plus folle que son mari. Le cœur lourd, Archie entama sa carrière au collège Fairfield le 2 septembre 1915. L'environnement était plutôt lugubre, mais Archie, devenu un garçon caractère enjoué, s'y adapta sans difficulté. Beau garçon, bon sportif, il gagna très vite l'admiration et le respect de ses camarades de classe. Le directeur Augustus Smith était un homme sévère, mais que personne ne craignait vraiment. Archie appréciait ses enseignants, notamment son professeur de sciences, George Stockel, avec lequel il resta en contact jusqu'à la fin de sa vie. Archie était un élève dissipé qui, d'après une de ses contemporaines, aujourd'hui Mrs. Lillian Pierce, ne faisait jamais ses devoirs. Il préférait aller au Princess ou à l'hippodrome. Il était très aimé, bon en presque toutes les matières et excellent dans tous les sports. Une autre de ses amies, qui deviendrait par la suite l'assistante du professeur d'art plastique, s'appelait Helen Kathleen Hallett. Elle dit « Archie était moyen en art plastique. Il était séduisant. Il disait toujours qu'il voulait faire du cirque. Il était gentil, ordinaire. Mais je dois avouer que j'ai été irrité jusqu'en 1947. J'ai vu le film Bachelor dans lequel le célèbre Cary Grant, interviewé par Shirley Temple, prétendait avoir appris la peinture à l'école avec une certaine Miss Hallett. Il aurait pu me demander mon avis d'abord. Un autre élève de Fairfield, Ted Morley, raconte. Il ne s'intéressait pas du tout aux filles de l'école. Son sport préféré était le fives, une sorte de squash. Il jouait assez bien du piano, sa spécialité étant les chansons de music hall. Il était toujours débraillé, mais plaquait ses cheveux à la brillantine. En ce temps-là, son nez était si bien retroussé qu'en le regardant de face, on voyait le fond de ses narines. Il semble que plus tard, à New York, Cary Grant se soit fait opérer le nez. Le soir, Archie travaillait comme homme à tout faire dans les théâtres de Bristol. La semaine du 6 au 21 juillet, cette année fut pour lui celle des retrouvailles avec Bob Pender qui passait au tout nouveau Bristol Hippodrome. En novembre, le grand magicien David Devant y arriva pour présenter ses meilleurs numéros. Les Pender étaient aussi à l'affiche, et c'est sans doute grâce à l'intervention de Bob Pender qu'Archie obtint un poste d'assistant aux éclairages pour Devant. Âgé de bientôt 50 ans, Devant était à l'apogée de sa carrière. Des cintres où il dirigeait sa poursuite, Archie observait avec fascination les évolutions de l'artiste. Le clou du spectacle était le miroir magique. Au son du roulement de tambour, David Devant se révélait d'une grande robe noire. Un spectateur habillé comme lui se tenait à ses côtés, et tous deux fixaient un immense miroir. Archie devait braquer dessus un projecteur créant l'illusion d'une flamme en forme de rose rouge.
La silhouette de Satan en émergeait, invitant les deux hommes à venir à la rencontre d'une ravissante jeune fille à demi nue qui paraissait tapie dans les profondeurs du verre teinté. Mais Archie positionna mal la lumière, éclairant l'endroit où était cachée la jeune fille. Le rideau fut baissé en catastrophe et Archie fut renvoyé sur le champ. En mars 1918, il fut soudain expulsé de Fairfield. Les versions rapportant les causes de cette éviction sont variables. Carrie racontera plus tard qu'il avait été surpris dans les lavabos des filles, territoire strictement interdit aux garçons. Explication de toute évidence destinée à renforcer son image de mâle. D'après Lillian Pierce, il aurait été découvert dans la cour des filles en compagnie de 2 autres garçons. C'était injuste. Chez les filles, nous avons pleuré tellement nous étions tristes de le perdre. Ted affirme tout autre chose. Archie Leach fut renvoyé pour une raison très précise. Il avait commis un vol, avec 2 camarades de sa classe, dans la ville d'Almondsbury, près de Bristol. M. Morley refuse de préciser ce qu'ils avaient pris. Cependant, un indice nous est donné dans le film Bachelor, où, toujours interviewé par Shirley Temple, Carrie avoue avoir été renvoyé du collège après le vol d'une mallette contenant des tubes de peinture. Il est certain qu'à l'époque, il souhaitait se perfectionner dans cet art. Les circonstances de son départ sont décrites de manière différente aussi, selon les sources. Ted Morley prétend qu'après avoir entendu la nouvelle tant redoutée, Archie se détourna du directeur et devant tous les élèves rassemblés, sortit une cigarette qu'il porta à ses lèvres sans l'allumer. Lillian Pierce ne mentionne pas l'incident de la cigarette. Elle dit qu'avant de s'en aller, Archie se retourna pour demander s'il pouvait emporter ses livres. Personne ne sait comment Elias Leach réagit. Mais désormais libre, Archie rejoignit aussitôt la troupe Pender. Il revint sur scène avec les Lomas dès le 13 mai 1918 et jusqu'au 18 au Norwich Hippodrome de Norfolk. D'autres galas suivirent jusqu'au 25 à Ipswich. Puis la compagnie entama une tournée dans le sud et l'ouest de l'Angleterre. Ce fut ensuite Cendrillon au Princess Theatre d'Édimbourg. L'année suivante, ils passèrent à Rotherham, Dewsbury, York, Doncaster, Liverpool, Dundee, Morecambe, Eccles. Ils revinrent à Bristol en septembre, repartirent pour Édimbourg à Noël. Au printemps, ils apprirent qu'ils avaient un engagement ferme à New York dans la revue Tip Top, qui serait donnée dès la fin de l'été 1920 au Globe. Archie Leach faisait vraiment partie de la famille, et seul Doris Pender, âgé de 19 ans, lui voit une rancœur qui ne la quitterait jamais. Ses contemporains prétendent qu'elle lui en a voulu dès le début de s'être attiré les faveurs de son père. Preuve de ce favoritisme, le fait que Robert Lomas ait choisi de partir avec Archie à bord du premier des 2 navires qui devaient transporter toute la troupe à Manhattan. Les autres suivraient. Archie était devenu l'un des meilleurs éléments du groupe, surpassant tous les Lomas, sauf Robert. En ce 21 juillet 1920, quittant Southampton sur l'Olympique, Archie avait 16 ans. Il n'avait pas encore atteint sa taille d'adulte. Dans le manifeste des passagers, il est décrit comme ayant le teint pâle et les yeux bruns foncés. Peu après son départ, Elias Leach, son père, qui vivait toujours en concubinage avec Maggie Bass, eut avec elle un fils, Eric Leslie. L'Olympique jeta l'ancre dans le port de New York le 28 juillet. Parmi les passagers se trouvaient Douglas Fairbanks Sr. et Mary Pickford, qui revenaient d'une lune de miel de 6 semaines en Europe. Une foule immense s'était rassemblée sur le quai pour accueillir le couple le plus célèbre du monde à grand renfort de feux d'artifice, de cotillons et de fanfares. Archie avait fait la connaissance de Fairbanks au gymnase, que tous deux avaient fréquenté durant la traversée. Ils se reverraient de temps en temps au fil des ans. La troupe s'installa dans un appartement tout en longueur aux alentours de la 50e rue Ouest, non loin de la 8e avenue, et se présenta au Globe, où les répétitions de Tip Top étaient déjà entamées. Mais les remaniements constants apportés au texte et les problèmes posés par un proscenium trop bas pour les géants sur leurs échasses incitèrent Charles Dillingham, l'impresario des Lomas, à prendre des mesures. C'est ainsi que les Pender, abandonnant Tip Top, furent distribués dans Good Times, une revue colossale dont la première devait avoir lieu incessamment à l'Hippodrome, l'un des plus grands théâtres des USA. Robert Lomas et Archie furent enchantés par cette nouvelle. La seule difficulté serait de monter un numéro complètement différent de celui qu'ils avaient travaillé pour Tip Top. Et ce, avant le 9 août. Ils y parvinrent en travaillant d'arrache-pied jour et nuit. Charles Dillingham, un homme charmant et affable, avait plu d'emblée à Lomas, à Archie Leach et à tous les autres.
Véritable gentleman aux cheveux blancs et à la moustache garnie, élégant et courtois, il ne ressemblait en rien à son principal rival, le génie tapageur Florence Ziegfeld. À la grande joie des Lomas, R. H. Burnside, le talentueux metteur en scène qu'ils avaient connu en 1911, était aussi de la partie. L'hippodrome était un lieu extraordinaire. La scène pouvait accueillir plusieurs centaines de personnes en même temps. La salle avait une capacité d'environ 1000 spectateurs. Tout y était prévu, de la scène tournante aux citernes contenant des milliers de litres d'eau qui se déverseraient dans la cascade, en passant par une régie lumière sophistiquée, d'immenses entrepôts pour les décors et les costumes, et les cages pour les animaux sauvages. Le théâtre des Ziegfeld Follies était tape à l'œil, mais plus intime. Good Time s'apparenterait davantage au cirque qu'à une revue classique de music-hall. La musique était de Max Steiner, lequel deviendrait plus tard l'un des 2 compositeurs rois de la Warner Bros., où Archie ferait sa connaissance dans les années 1940. Le spectacle présenterait des attractions de toutes sortes, et comme celui des Folies Bergères, se diviserait en 3 tableaux. La Vallée des Songes, un magasin de jouets, et la Grotte Magique. L'apogée serait la transformation de la scène en lac qui se transformerait à son tour en une série de canaux vénitiens dans lesquels, portant des drapeaux de toutes nations, des jeunes filles à peine vêtues plongeraient. Ce serait un avant-goût des productions qu'imaginerait pour le cinéma Busby Berkeley, 10 ans plus tard. La troupe des géants n'apparaissait qu'une fois dans le tableau magasin de jouets. Des poupées de tout pays prenaient vie et exécutaient des numéros acrobatiques. Les Pender étaient suivis par des Arabes d'Abdullah, grâce auxquels Carrie apprit une nouvelle danse assez semblable au breakdance de notre époque. Des Lomas, Variety dirait que la troupe a un sens du comique typiquement européen, mais en tant que numéro visuel, passe bien la rampe. Good Times fut un succès immédiat et s'attira des critiques dithyrambiques de la part de tous, même du New York Times. Mais la vie dans l'appartement près de la 8e avenue n'était pas agréable. Les Pender étaient de véritables bourreaux de travail. Archie était partout à la fois. Il aidait Maggie à la vaisselle, au ménage, à la cuisine. Favori de son père adoptif sur la scène, il était bon à tout faire à la ville. Et s'il ne s'occupait pas du linge, il était le seul, hormis Mrs. Lomas, à savoir coudre des boutons ou tricoter. Le plus doué des artistes de la troupe avait les comportements d'une femme. Carrie était amoureux de Manhattan, fasciné par les stars de Broadway, qu'il allait applaudir en matinée dès qu'il en avait l'occasion. Il s'était créé des liens d'amitié, entre autres, avec l'acrobate équestre Poodles Hannaford et avec Francis Renaud, l'un des meilleurs imitateurs de voix féminines de la ville. Rival du grand Julian Eltinge, il avait un succès fou, surtout dans une sensationnelle imitation de Lillian Russell. En dépit de son physique viril et musclé, il était homosexuel. Il semble qu'il ait été amant et protecteur d'Archie, à qui il aurait prêté de l'argent au fil des années. Mais il y eut surtout George Horry Kelly, qui devint très vite le meilleur ami de Leach et, du moins l'a-t-on prétendu, son amant. George Horry Kelly, alias Jack Kelly, était d'origine australienne, né à Kiama, dans le New South Wales, le 31 décembre 1897. Plutôt petit, mais beau garçon, il avait de grands yeux bleus, des cheveux bruns et un tempérament dynamique. Il avait entamé une carrière d'acteur, de styliste et de décorateur de théâtre dans sa ville natale, sous l'égide d'Eleanor Weston. Après un bref séjour à Londres et une courte apparition sur scène à New York, Jack Kelly avait 24 ans à l'époque où il rencontra Archie et se débrouillait tant bien que mal dans le milieu de la mode. Ils décidèrent très vite de vivre ensemble, c'était au début de 1921. Archie avait 17 ans. Ils s'installèrent donc dans un appartement de Greenwich Village, juste derrière l'actuel théâtre Cherry Lane. Il leur fallait un 3e compère pour partager le loyer, lequel s'élevait à 15 $ environ par mois. Celui qu'ils choisirent était lui aussi homosexuel. Il s'appelait Charlie Phelps, dit Charlie Spangles, était australien et avait connu Jack Kelly à Sydney. Il raconterait plus tard. Nous habitions dans une espèce d'immense loft. Je me rappelle qu'Archie adorait le poisson, surtout le poisson anglais. Il nous achetait des soldes Douvres et nous les cuisinait. Les 3 amis recevaient beaucoup, tandis qu'Archie continuait de jouer dans Good Times. Charlie Spangles présentait un numéro au Metropole Club de Greenwich Village. Jack Kelly gagnait sa vie en peignant des fresques et en dessinant des sous-titres pour les films muets.
Good Times s'acheva le 30 avril 1921. Archie apprit avec plaisir que la troupe partirait en tournée avec le cirque Ringling Bros. Barnum on Bailey pour une durée de 3 mois. L'existence sous le grand chapiteau était très excitante. Archie n'oublierait jamais l'odeur de la sciure de bois. La troupe Pender s'intégra parfaitement au spectacle et l'expérience se révéla passionnante pour Archie. Charlie Spangles et Jack Kelly restèrent ensemble à New York, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils devinrent amants. D'après John Marvin, qui connaissait bien Charlie, c'était Horry Kelly qui aimait Cary Grant. À la fin de la tournée des Ringling Bros, Archie revint passer quelques jours à New York avant de repartir pour une série de galas sur le circuit de vaudeville de Poly. Les Lomas assuraient la fin de la première partie du spectacle. Cependant, après leur passage à Bridgeport, Connecticut, ils eurent une proposition plus intéressante et signèrent un contrat avec les tournées B.F. Cates. C'était un grand pas en avant pour eux. La troupe entreprit un périple épuisant commençant le 26 septembre à Washington, D.C., allant ensuite au Bushwick de Brooklyn, puis au Temple des Temples, le Palace de New York. Ils y furent très bien reçus et plusieurs critiques les acclamèrent. De là, ils visitèrent Baltimore, Philadelphie, Buffalo, puis Toronto et Montréal au Canada. Ensuite, ce fut Boston, Hamilton dans l'Ontario, Détroit, Rochester, où ils arrivèrent en janvier 1922. Ils avaient vécu plusieurs mois enthousiasmants. Ils avaient connu de grands artistes tels que Trixie Fraganza, Harry Langdon, Jean Adair, Eddie Foy et ses petits Foy. Archie aimait beaucoup Jean Adair, qu'il avait rencontré à Détroit et qu'il retrouvait à Rochester. Et c'est là qu'éreinté par les voyages et le travail, la constitution d'Archie Leach lâcha brusquement. Affligé de rhumatisme articulaire aigu, fiévreux, il perdait du poids, ne dormait plus. Miss Adair le soigna comme une mère pendant sa maladie et jamais il n'oublierait sa gentillesse. Mais il ne retrouva pas suffisamment ses forces pour poursuivre la tournée, laquelle fut interrompue pour plusieurs semaines. Les Pender abandonnèrent donc le circuit Kate, mais ils furent secourus par un homme qui deviendrait un jour un ami proche et un associé d'Archie. Frank Vincent était le directeur adjoint de la division location du circuit Orpheum. Toujours chaleureux, affable, élégant et jovial, il fut conquis d'emblée par Archie. La troupe eut l'honneur, grâce à lui, de signer une tournée dans les théâtres de la chaîne Orpheum. Le 27 mars 1922, la troupe des géants Pender était à Saint-Louis. 3 autres galas étaient prévus, à Milwaukee, à Chicago et à Cleveland. Quand tout d'un coup, à cause d'un problème familial, Robert Pender, sa femme et tous ses frères, sauf un, durent regagner l'Angleterre. Archie préféra rester aux USA. Il se rappelait probablement que la grève du mois de mai 1921 à Londres avait provoqué la mise à pied d'un grand nombre d'artistes. Mais son choix de tenter sa chance à New York était risqué. Il espérait monter avec Tom, le frère de Robert Lomas, un numéro. Malheureusement, même l'aide de Frank Vincent fut insuffisante pour leur garantir des engagements cet été-là. Archie réintégra l'appartement de Greenwich Village et reprit sa liaison avec Jack Kelly. D'après certaines personnes, pour gagner sa vie, il vendit des cravates peintes à la main par Jack. Il se débrouilla en tout cas avec Charlie et Jack pour payer le loyer. Une offre d'emploi se présenta. Ce n'était guère reluisant, mais c'était au moins une manière de survivre. Times Square était le terrain de prédilection d'un personnage étonnant, Fred Wilson. Monté sur des échasses en uniforme de policier, il soulevait les enfants au-dessus de la foule tout en dirigeant à tort et à travers la circulation. Il servait aussi d'homme sandwich pour la publicité de diverses attractions théâtrales. Frank Wilson étant souffrant, la chambre de commerce proposa à Archie de le remplacer. Il fut forcé d'accepter. Se frayer un chemin dans la rue parmi les passants était un tout autre défi que d'arpenter les scènes, surtout avec le poids de son costume. La chaleur de l'été, les gaz d'échappement des automobilistes rendaient l'épreuve d'autant plus pénible. Les enfants se moquaient de lui, tiraient le bas de son pantalon, essayaient de lui faire perdre l'équilibre. Mais il ne pouvait les refouler, de peur de perdre sa place. Il devait sourire en tout temps et annoncer au mégaphone les nouvelles des théâtres et des cinémas tout autour. Sam Marks, qui fut directeur des scénaristes à la MGM, n'oublierait jamais Archie. Je me rappelle un beau jeune homme que j'allais reconnaître aussitôt à l'écran marchant sur des échasses devant le Capitole que dirigeait Major Bowers. Il annonçait aux passants fascinés et curieux tout ce qu'ils pourraient admirer au Capitole, y compris les attractions.
Mes bureaux étaient au 1600 Broadway, et dès que j'en sortais, même le dimanche, je me précipitais pour le voir. Je n'oublierai jamais Archie Leach. Il était toujours souriant. Brooks Atkinson parle d'Archie sans le citer dans son Histoire de Broadway. Un homme sandwich arpentant Times Square sur ses échasses. Parfois, Archie arborait une chemise amidonnée parsemée d'ampoules clignotantes. Lorsque Fred Wilson reprit sa place à Times Square, Archie partit pour Coney Island, où il fut engagé par Thomas McGowan, directeur général du parc Steeplechase. Il disait avoir été engagé par George Tilyou, créateur de Coney Island, mais celui-ci était mort depuis plusieurs années. Il devait défiler sur les planches du Bowery de l'Astroland de Feldman au parc de Steeplechase. Le dimanche, il lui arrivait parfois de vendre des hot dogs sur un stand. Il servait d'homme sandwich, mais le niera plus tard. Il prétendait avoir été déguisé en portier, mais les témoins affirment que Jack Kelly lui avait créé un costume magnifique, très léger, tout en rose et blanc. Matthew Kennedy, aujourd'hui secrétaire exécutif de la Chambre de commerce de Coney Island, se rappelle. Les enfants le suivaient comme le joueur de flûte. J'en étais. J'avais 10 ans en 1922 et j'étais vendeur de glace. Archie se trouvait sous-employé et quand nous le taquinions, au lieu de rire avec nous, il prenait des airs et essayait de nous ignorer. Je m'adressais à lui en criant, il répondait à peine. Nous tirions sur ses échasses. Elles étaient hautes de 3 mètres. Comme il mesurait 1,85 m, il s'élevait à près de 5 mètres au-dessus de nous. Il avait vraiment la tête en l'air dans tous les sens du terme. Parfois, variant sa route, il se rendait à Surf Avenue. Un autre type, un aboyeur, l'accompagnait. Celui-là était habillé en robe. On l'appelait Maggie Murphy. En 1922, Coney Island était au sommet de sa gloire. Le métro y déversait chaque week-end des milliers de curieux enchantés de découvrir manèges, pavillons au décor criard, grandes roues et d'admirer feux d'artifice, monstres et autres animaux savants composant ce royaume magique précurseur de Disneyland. 3. En dépit des paillettes et des flonflons, Archie Leach détestait Coney Island. Il ne cachait à personne son mépris pour son travail et fut soulagé, comme tous ceux qui l'entouraient, quand son contrat prit fin. Il fut engagé pour la revue Better Times, suite de Good Times. Bob Lomas étant revenu d'Angleterre pour reformer sa troupe, menée désormais par Doris, 22 ans, et son mari, le remarquable danseur acrobate Jack Hartman. Une fois de plus, le spectacle était produit par Charles Dillingham et mis en scène par R. Arch Burnside. Une fois de plus, il avait lieu à l'hippodrome et comportait les attractions traditionnelles, parmi lesquelles Jacko le Crow, l'Indien jongleur. Au pays du mystère, le grand bal de l'opéra, l'histoire d'un éventail, la foire du gros, les tableaux s'enchaînaient, tous plus féeriques les uns que les autres. Archie apparaissait avec 4 autres artistes dans un numéro des Meistersingers, costumés comme les personnages de Wagner. Il avait aussi un numéro de travesti avec Tom Lomas. Bien reçu par les critiques et le public, Better Times se joua du 31 août 1922 au 28 avril 1923. Bob Lomas regagna immédiatement après l'Angleterre. 18 mois plus tard, il quittera définitivement les planches pour ouvrir une boutique de jouets à Southend, près de Londres. Jack Hartman, Doris Pender, Tom Lomas, Jim Lomas et Archie Leach, ainsi que quelques nouvelles recrues, formèrent la troupe Lomas, laquelle entama une tournée pontage à Spokane, État de Washington, le 3 septembre 1923. On ne sait pas exactement ce qu'est devenu Archie Leach pendant cette période creuse de 6 mois entre la fermeture de l'hippodrome et le départ de la troupe Lomas. Il n'aurait été vu sur scène qu'à 2 reprises, début mai au théâtre Proctor à Elizabeth, dans le New Jersey, et une fois dans Better Times en gala unique pour le 11e congrès annuel de la Chambre de commerce à l'hippodrome. D'après l'historien Milton Goldman, le bruit aurait couru qu'Archie était devenu un gigolo au service de riches new-yorkaises. Aucune preuve ne permet cependant de l'affirmer. Le circuit pontage emmena la troupe Lomas de Spokane à Seattle, puis à Vancouver, Tacoma, Portland, dans l'Oregon, San Francisco et pour finir le 29 octobre 1923 à Los Angeles. Il partageait le haut de l'affiche avec la compagnie William Weston et Poppy Chadwick. C'était la première fois qu'Archie venait à Hollywood. Il eut la chance de pouvoir joindre Douglas Fairbanks Sr.
lequel l'invita sur le plateau du voleur de Bagdad. Archie fut emballé par ce paysage étrange et exotique entre désert et océan. La lumière intense, le ciel sans nuages, les bâtiments couleur de sable et les palmiers créaient une atmosphère de carte postale. Malheureusement, les séjours de la troupe ne duraient que 4 jours dans chaque ville et bientôt il fallut repartir pour San Diego, Long Beach, Salt Lake City, Ogden dans l'Utah, Denver. Ils visitèrent ainsi plusieurs États avant d'arriver à Wilmington, Delaware, en novembre 1924. Après un bref repos, ce fut une nouvelle tournée dès le début de l'année suivante, qui les entraîna jusqu'au Saskatchewan et en Alberta, au Canada. En mai 1925, ils étaient de retour à Los Angeles et répétaient le même circuit avec toujours autant de succès. La monotonie de cette existence était insupportable. Pendant plus de 2 ans, Archie et ses 7 compagnons durent répéter chaque soir et 2 fois par jour lorsqu'il y avait matinée, le même numéro de danse et d'acrobatie sur échasse. Lorsqu'enfin la tournée s'acheva, le groupe décida de se disperser. Épuisés, Jacques et Doris Hartman repartirent pour l'Angleterre. Archie préféra rentrer à Greenwich Village auprès d'Henry Kelly. C'est là qu'il consolida une nouvelle amitié. Don Barclay était un comique inspiré, au visage d'une laideur intéressante et au physique merveilleusement agile. Il avait commencé sa carrière au début du siècle à San Francisco où il avait chanté et dansé tout en vendant des journaux aux survivants du tremblement de terre de 1906. Doué aussi pour le dessin, il avait créé des dessins humoristiques pour le San Francisco Examiner. Il avait participé à toutes sortes de spectacles avant de triompher aux Ziegfeld Follies en 1917 et en 1918. On a prétendu qu'il avait rencontré Archie Leach en Angleterre, mais personne n'a pu en apporter la preuve. Il semble que cette rumeur n'ait été qu'une idée de publiciste décidé à aider leur ascension simultanée. En 1925, à New York, Barclay était déjà un nom. Il encouragea vivement Archie à oublier ses échasses pour se consacrer au théâtre musical et promit de l'aider. De son côté, Henry Kelly faisait son chemin. Il s'était mis à la création de costumes de théâtre et allait bientôt devenir chef costumier d'Ethel Barrymore. Un certain Phil Charig avançait aussi à grands pas, notamment à Londres, où il était presque célèbre. De pianiste répétiteur, il était passé au rang de compositeur de comédie musicale. La première chance qu'eut Archie Leach de traverser le fossé séparant le vaudeville du respectable lui fut offerte par la toute jeune et talentueuse Jean Dalrymple. Forte, enjouée, optimiste, cette jeune femme exceptionnelle s'était entourée de Max Tishman et de Dan Jarrott, son amant du moment, pour monter un petit spectacle composé de sketchs comiques. Jean Dalrymple, aujourd'hui l'une des grandes dames du théâtre new-yorkais, n'oubliera jamais le jour où Archie vint la voir pour un rôle dans l'une de ses scénettes. Le sketch que j'avais conçu avec mes partenaires avait pour sujet l'homme le plus séduisant de New York. La situation comique découlait d'une discussion à son propos entre 2 femmes. Ne me demandez pas de vous raconter le reste, je ne m'en souviens plus. Les agents nous envoyaient des acteurs du type Rodolphe Valentino, le Latin Lover étant très à la mode à cette époque. Archie est entré avec son teint mat et ses cheveux plaqués à la brillantine. Il n'avait rien d'un Valentino, mais il était adorable, et je me suis aussitôt tourné vers mes compagnons. C'est lui. Dan Jarrott, lui-même, bel homme, fut agacé et jaloux de l'intérêt que Jean semblait porter au nouveau venu, et déclara que c'était impossible qu'avec son accent cockney et sa drôle de façon de marcher après tant d'années sur ses échasses, il serait ridicule. Mais Jean Dalrymple assista. Max Tishman évoque ce souvenir. Il fallait voir la façon dont Jean le harcelait pour qu'il réapprenne à marcher correctement. Vous comprenez ? Il plaçait une jambe devant l'autre comme s'il était en équilibre. On aurait dit qu'il avait des jambes de bois. Ses genoux étaient si tendus qu'il était incapable de traverser la scène. Comme partenaire, nous avions choisi un jeune acteur assez connu, Jack Janis, dont la blondeur contrastait avec les cheveux noirs d'Archie. Il représentait la jalousie. Constance Robinson était l'une des 2 jeunes femmes. Elle était assez célèbre en ce temps-là. Jean Dalrymple raconte. Archie était très gentil, très courtois. Dan m'accusait constamment de m'amouracher de lui, mais il vivait avec un autre jeune homme. Henry Kelly.
Nous prenions les cafés là où ils ne coûtaient que 10 cents. Je n'aimais pas Archie comme une femme aime un homme, mais comme une sœur aime son frère. Il avait un charme fou. Constance Robinson et l'autre jeune femme, dont personne ne se rappelle le nom, l'adoraient. Mais il ne s'est rien passé entre eux. Il n'était pas fringant à cette époque. Ses costumes étaient un peu usés, un peu lustrés, mais il se débrouillait avec ce qu'il avait. Ses chaussures étaient toujours cirées, ses cheveux toujours lissés à la brillantine. Archie éprouva beaucoup d'affection pour Jane Dalrymple. Les répétitions furent longues et pénibles. Il avait du mal à s'adapter à la technique du comédien. Mais les soirées en compagnie de Dan Jarrott et de Jean étaient agréables, surtout lorsqu'ils se réunissaient entre amis autour du piano pour chanter. Ils étaient tous jeunes, heureux, enchantés de se trouver à New York. Le spectacle fut enfin prêt et la compagnie Jack Janis débuta sa tournée en mai 1926 au Strand d'Atlanta, Géorgie, traversa les États du Sud puis remonta vers le nord pour visiter le Wisconsin, l'Illinois, l'Ohio, le Canada. Ce fut ensuite le National, l'Orpheum et d'autres salles de New York et de Brooklyn dirigées par Lois. Ils furent bien reçus partout. Tishman se rappelle que les théâtres où ils sont passés étaient toujours combles. De retour à Manhattan, deux autres personnages furent introduits dans le cercle d'amis fréquentant le loft de Greenwich Village, George Burns et Gracie Allen. L'air pince sans rire de Burns et le caractère écervelé de Gracie enchantaient le public. À 92 ans, Burns gardait encore d'Archie de vifs souvenirs. Il l'avait rencontré une première fois en 1923 quand il jouait dans Better Times, par l'intermédiaire de sa meilleure amie Minta, l'épouse de Fatty Arbuckle. Minta, Gracie et Horry Kelly avaient une passion commune, les potins. Burns fascinait Carrie, qui, toujours avide d'apprendre, était surtout impressionné par son sens du rythme. Apprenant cela, Burns se déclara flatté, mais interrogea. « Qu'est-ce que le sens du rythme ?» C'est Gracie qui conclut une plaisanterie, et moi, au lieu de rire, je fixe le public en fumant mon cigare, et les spectateurs rient. Quand il cesse enfin de rire, j'arrête de fumer, je me tourne vers Gracie et je lui parle comme s'il ne s'était rien passé. Peut-être Carrie appréciait-il surtout mon air imperturbable, mais peut-être s'est-il davantage inspiré de Gracie. Avec raison, c'était elle notre talent. Elle ne se répétait jamais, lui non plus.